L'Afrique, berceau de l'humanité, est aussi le foyer de grandes civilisations qui ont marqué l'histoire du monde. Depuis des millénaires, des royaumes puissants se sont levés, des empires ont prospéré, et au cœur de ces dynasties, des femmes ont gouverné avec sagesse, force et courage. Ces reines, guerrières, stratèges, diplomates et visionnaires, ont façonné l'histoire de leur peuple et laissé un héritage qui transcende les âges. Pourtant, leurs récits sont souvent méconnus, éclipsés par ceux de leurs homologues masculins. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir la vie de 15 reines africaines emblématiques, des femmes puissantes qui, par leurs actions, ont marqué à jamais l'histoire de ce continent. Elles ont mené des armées, forgé des alliances, et défendu la liberté de leur peuple face aux envahisseurs. Préparez-vous à un voyage à travers le temps, à la rencontre de ces figures légendaires qui continuent d'inspirer le monde entier. Voici leur histoire. Bienvenue dans Africultura, nous tenons à vous remercier pour l'agrandissement de la communauté. Aujourd'hui, nous continuons notre aventure avec les reines africaines. Pour rendre notre vidéo digeste, nous avons organisé ces reines en 5 groupes. À savoir, le bloc des reines guerrières et stratèges, le bloc des reines politiques et diplomatiques, le bloc des reines spirituelles et mères fondatrices, le bloc des bâtisseuses et visionnaires économiques et le bloc des reines visionnaires modernes. Bloc 1, les reines guerrières et stratèges. Numéro 1, la reine Amina de Zaria. Amina est née vers 1533 dans la cité-État de Zazo, aujourd'hui connue sous le nom de Zaria, au nord du Nigeria, l'une des 7 cités du royaume Haoussa. Elle était la fille du roi Bakwa Tourinkou et de la reine Bakwa, et a grandi dans une cour royale où elle a acquis une éducation politique et militaire. Dès son jeune âge, elle s'est distinguée par son courage et ses talents de combattante, ce qui lui a permis de devenir une commandante respectée de l'armée royale. Après la mort de son frère Karama, Amina a accédé au trône vers 1576, devenant la première femme à régner sur Zazo. Elle a immédiatement lancé plusieurs campagnes militaires, conquérant de vastes territoires pour son royaume. Elle a étendu Zaria jusqu'au Niger à l'ouest et à Kano au nord, tout en sécurisant d'importants itinéraires commerciaux pour les caravanes. Amina est aussi célèbre pour avoir renforcé les fortifications des villes qu'elle conquit, utilisant des murs de défense appelés Ganyouar Amina, dont certains subsistent encore aujourd'hui. La reine Amina est décédée vers 1610 dans une campagne militaire. Son héritage de guerrière inébranlable et de stratège visionnaire est resté gravé dans l'histoire nigériane, faisant d'elle une héroïne légendaire, célébrée pour avoir établi la puissance du royaume de Zazo. Si l'histoire d'Amina vous intéresse, regardez son histoire complète sur notre chaîne. Numéro 2, la reine Zinga Bandé. Zinga est née en 1583 dans le royaume de Dongo, aujourd'hui en Angola, fille du roi Kiluanji Kiasamba. Dès son jeune âge, Zinga a montré une intelligence vive et une grande capacité d'adaptation, apprenant l'art de la diplomatie et la langue portugaise, ce qui allait lui servir plus tard dans ses nombreuses négociations avec les colons européens. Zinga a pris le pouvoir après la mort de son frère, le roi Gola Bandé, en 1624. Après un coup d'État où elle évinça son neveu, elle devint reine du Dongo et du Matamba. Elle est célèbre pour avoir utilisé à la fois la diplomatie et la force pour défendre ses royaumes contre l'invasion portugaise. Elle forma des alliances avec d'autres royaumes africains et même avec les Hollandais pour résister à la colonisation, tout en menant des guérillas contre les envahisseurs européens pendant près de 40 ans. Zinga est morte paisiblement à l'âge de 80 ans en 1663, après une vie de lutte pour l'indépendance de son peuple. Elle est aujourd'hui considérée comme une héroïne nationale en Angola, symbole de résistance et de persévérance. Numéro 3, la reine Yaazantwa. Yaazantwa est née vers 1840 dans la région de Ejisu, dans l'Empire Ashanti. Issue de la royauté Ashanti, elle devint la reine-mère d'Ejisu, un titre qui lui donnait une grande influence au sein de son royaume. Dès son plus jeune âge, elle a été témoin des luttes de son peuple contre les envahisseurs britanniques, ce qui a façonné son esprit de résistance. En 1900, lorsque les Britanniques ont tenté de prendre le trône d'or des Ashanti, symbole de l'unité et du pouvoir spirituel du peuple Ashanti, Yaazantwa prit les armes pour défendre son royaume. En tant que reine-mère, elle galvanisa les chefs réticents à combattre, déclarant qu'elle-même mènerait l'armée si les hommes refusaient de le faire. Elle devint ainsi la figure centrale de la dernière grande révolte contre la domination britannique, connue sous le nom de la guerre du trône d'or. Yaazantwa fut capturée par les Britanniques en 1901 et exilée aux Seychelles, où elle mourut en 1921. Elle est vénérée dans l'histoire ghanéenne comme une héroïne nationale qui a incarné la bravoure et la détermination face à l'oppression coloniale. Numéro 4, la reine Kandake Amanirena.
Kandake Amanirena est née vers 60 avant Jésus-Christ dans le royaume de Kouch, aujourd'hui situé au Soudan. Elle faisait partie des Kandake, un titre donné aux reines mères nubiennes qui jouaient un rôle prépondérant dans la gestion du royaume. Amanirena, formée dès son enfance aux arts de la guerre, devint rapidement une figure militaire influente. Après la mort de son mari, le roi Teriteka, Amanirena devint régente de son fils, le prince Akinidad, et gouverna la Nubie. Elle est entrée dans l'histoire pour avoir mené une campagne féroce contre l'Empire romain après que l'empereur Auguste ait tenté d'annexer son royaume. En 25 avant Jésus-Christ, Amanirena réussit à repousser les Romains et même à détruire certaines de leurs forteresses en Égypte, leur arrachant un traité de paix favorable. Amanirena est décédée vers 10 avant Jésus-Christ. Bien que les détails exacts de sa mort restent flous, son règne est marqué par son héroïsme et son dévouement à la défense de son peuple. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des plus grandes reines guerrières d'Afrique antique. Bloc 2, les reines politiques et diplomatiques. Numéro 5. Makeda, la reine de Saba. La reine Makeda, plus connue sous le nom de reine de Saba, aurait vécu entre le Xe et le IXe siècle avant Jésus-Christ. Bien que son histoire soit enveloppée de légendes, notamment dans les traditions éthiopiennes, juives et arabes, elle est souvent identifiée comme la souveraine de l'ancien royaume de Saba, situé dans l'actuelle Éthiopie et au Yémen. On ne connaît pas précisément la date ni le lieu exact de sa naissance, mais elle est généralement décrite comme appartenant à une lignée royale. Makeda aurait accédé au trône après la mort de son père, le roi de Saba, devenant l'une des rares femmes à gouverner ce puissant royaume. Selon les récits historiques, elle était une reine respectée, connue pour sa sagesse et sa détermination à diriger son royaume avec fermeté et justice. Sa capacité à maintenir l'unité et la prospérité dans son royaume fait d'elle une figure centrale dans la mythologie éthiopienne. Elle est surtout célèbre pour sa rencontre légendaire avec le roi Salomon d'Israël. Le récit de leur rencontre, relaté dans la Bible, 1 Roi 10, 1-13, et dans le Kebra Nagast éthiopien, évoque un voyage qu'elle aurait entrepris pour rencontrer Salomon, fasciné par sa sagesse. Selon la tradition éthiopienne, cette rencontre a donné naissance à un fils, Ménélik Ier, fondateur de la dynastie salomonide, qui régnera plus tard sur l'Éthiopie pendant des siècles. Les détails concernant la mort de Makeda restent obscurs, car son histoire est plus mythique qu'historique. Toutefois, elle est vénérée comme une figure quasi divine en Éthiopie, où son héritage a façonné l'identité nationale. Son influence perdure encore aujourd'hui, notamment à travers la dynastie salomonide qui, selon la légende, descend directement de sa lignée. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur la reine de Saba, vous pouvez retrouver le lien de notre vidéo en description. Numéro 6, la reine Ranavalona. Ranavalona, née Ramavo, voit le jour en 1778 à Madagascar dans une famille de la noblesse Merina. Sa naissance se produit dans un contexte de bouleversement politique, alors que Madagascar est divisé en plusieurs royaumes en compétition. Elle est issue d'une famille alliée à la royauté grâce à son père, qui sauva un jour la vie du futur roi Andrianampoinimrina. Ramavo devient reine en 1828, après la mort de son mari, le roi Radama I, avec qui elle s'était mariée pour renforcer son pouvoir. Bien que Radama I ait envisagé une succession plus progressiste et ouverte aux influences européennes, Ranavalona prend le contre-pied de cette politique après sa mort. Pour s'assurer du pouvoir, elle fait éliminer les prétendants rivaux, y compris ceux qui s'opposaient à ses vues politiques. Son règne, qui dure 33 ans, est marqué par une résistance farouche à la colonisation et à l'influence étrangère. Elle rétablit des pratiques traditionnelles et expulse ou exécute les missionnaires européens, tout en renforçant l'autosuffisance de Madagascar. Ranavalona met en place une politique d'isolationnisme, refusant la pénétration commerciale et culturelle des Européens et défendant l'indépendance du royaume malgache face aux tentatives de colonisation. Elle meurt en 1861 à l'âge de 83 ans, après l'un des règnes les plus longs et les plus controversés de l'histoire de Madagascar. Si son règne est perçu par certains comme tyrannique en raison de la répression brutale et des exécutions de masse, notamment lors de purges religieuses et politiques, d'autres la voient comme une héroïne ayant préservé l'indépendance malgache face aux puissances coloniales. Elle laisse derrière elle un royaume fort, mais en proie à de nombreux défis internes et externes, notamment à cause de l'isolationnisme extrême qu'elle a instauré. Numéro 7, la reine Pokou. Née au début du XVIIIe siècle, la reine Abla Pokou voit le jour au sein du royaume Ashanti, dans l'actuel Ghana. Elle est la nièce du roi Olodumare, l'un des plus célèbres souverains de l'Empire Ashanti. Dès son enfance, Pokou est exposée à la politique et aux traditions de son royaume, acquérant ainsi un sens du leadership et de la diplomatie.
Après des conflits dynastiques au sein de la cour Ashanti, Poku et une partie de son peuple se voient contraints de fuir leur terre natale pour échapper à une guerre civile. C'est au cours de cet exode que Poku devient la reine et la guide de son peuple. La légende raconte que lors de la traversée d'un fleuve en crue, Poku aurait sacrifié son propre fils pour apaiser les esprits de la rivière et permettre à son peuple de traverser en sécurité. Après cet acte tragique, Poku mène son peuple vers l'ouest, où elle fonde le royaume baoulé, du mot baouli, signifiant l'enfant est mort, en hommage au sacrifice de son fils. Sous son règne, elle instaure une monarchie stable, favorisant l'agriculture, le commerce et les alliances avec les peuples voisins. La reine Poku meurt à la fin du XVIIIe siècle, probablement entre 1750 et 1760. Son histoire a été perpétuée à travers les légendes orales et les récits historiques, faisant d'elle une figure centrale de la fondation du peuple baoulé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, elle est vénérée comme une héroïne nationale et un symbole de sacrifice et de leadership. Numéro 8, Néfertiti. Néfertiti est née aux alentours de 1370 avant Jésus-Christ. Bien que les détails de ses origines soient encore débattus par les historiens, on pense qu'elle aurait été une princesse d'origine étrangère, possiblement du royaume de Mitanni, dans l'actuelle Syrie, ou, selon d'autres théories, une noble égyptienne. Elle se marie très jeune avec le pharaon Amenhotep IV, plus tard connu sous le nom d'Akhénaton, devenant ainsi la grande épouse royale d'Égypte. Néfertiti accède à une position de pouvoir considérable lorsqu'elle devient la reine consort d'Akhénaton, l'un des pharaons les plus controversés de l'histoire égyptienne. Ensemble, ils initient une révolution religieuse, abandonnant le panthéon traditionnel des dieux égyptiens pour adorer le dieu unique Aton, le disque solaire. Néfertiti joue un rôle central dans cette réforme, apparaissant aux côtés de son mari lors des cérémonies religieuses et même dirigeant des rituels. Sa beauté et son influence politique ont été immortalisées par des statues et des fresques, notamment son célèbre buste découvert à Amarna. Pendant un certain temps, Néfertiti semble avoir régné aux côtés d'Akhénaton en tant que co-régente, un fait rare dans l'histoire de l'Égypte. Les circonstances de la mort de Néfertiti restent un mystère. Elle disparaît des récits historiques environ 12 ans après le début du règne d'Akhénaton. Certaines théories suggèrent qu'elle serait morte d'une maladie ou en couche, tandis que d'autres pensent qu'elle aurait pris le nom de Smenkhare et régné brièvement sur l'Égypte après la mort d'Akhénaton. Quoi qu'il en soit, Néfertiti demeure une figure emblématique de l'histoire de l'Égypte ancienne, symbolisant à la fois beauté et pouvoir. Bloc 3, les reines spirituelles et mères fondatrices. Numéro 9, la reine Moremi Ajazoro. La reine Moremi Ajazoro est née au XIIe siècle dans le royaume Yoruba d'Ile-Ife, dans l'actuel Nigeria. Fille d'une famille noble, Moremi est réputée pour sa beauté et son intelligence. Elle se marie avec Oranmiyan, un roi influent du peuple Yoruba et fondateur de l'Empire Oyo, un des plus grands royaumes de la région. Moremi devient reine grâce à son mariage avec Oranmiyan, mais c'est son courage et son esprit de sacrifice qui marquent son ascension dans l'histoire. À cette époque, Ile-Ife subit des invasions répétées de peuples voisins appelés les Igbo, qui utilisaient des déguisements terrifiants pour semer la terreur. Déterminée à protéger son peuple, Moremi se porte volontaire pour infiltrer le camp ennemi. Elle se fait capturer, mais grâce à son intelligence et sa ruse, elle découvre les secrets des Igbo et apprend que leurs déguisements sont faits de fibres de palmier, et non de force surnaturelle comme on le pensait. De retour à Ile-Ife, elle partage cette information avec son peuple, ce qui leur permet de vaincre les envahisseurs. Moremi devient ainsi une héroïne vénérée pour son sacrifice et son dévouement envers son peuple. Elle est aussi reconnue pour avoir négocié sa propre liberté en offrant son fils en sacrifice aux dieux, une action qui renforce sa place dans l'histoire comme une mère spirituelle prête à tout pour la survie de son peuple. Le décès de Moremi reste enveloppé de mystère, mais elle est honorée après sa mort comme une héroïne nationale au Nigeria. Son souvenir est perpétué à travers des monuments et des célébrations, notamment le festival Edi, en hommage à son sacrifice. Aujourd'hui, Moremi est un symbole de courage et de maternité dans la culture Yoruba, et une statue géante à son effigie a été érigée à Ile-Ife pour commémorer sa mémoire. Numéro 10, la reine Nandi. Née vers 1760 dans le royaume Zoulou, la reine Nandi Kabeb était la fille du chef de la tribu Elangeni. Elle est surtout connue pour être la mère du célèbre roi Shaka Zulu, l'un des plus grands conquérants et réformateurs de l'histoire de l'Afrique. Sa vie est marquée par de nombreux défis dès son enfance, car elle grandit dans un contexte de rivalité entre tribus. Nandi accède à une forme de pouvoir à travers son rôle de mère de Shaka Zulu. Après sa liaison avec Sanzanga Kona,
le chef du clan Zoulou, Nandi donne naissance à Shaka hors mariage, ce qui lui vaut d'être ostracisée et rejetée par la société. Elle élève son fils avec détermination et courage, malgré les humiliations et les difficultés. Lorsque Shaka devient adulte et prend le pouvoir après la mort de son père, il élève sa mère Nandi au rang de reine-mère, en reconnaissance de son soutien et de ses sacrifices. Nandi joue un rôle influent dans les affaires du royaume Zoulou, conseillant son fils sur des questions politiques et militaires. Elle est connue pour sa force de caractère et son influence sur Shaka, qui respectait profondément ses conseils. La reine Nandi meurt en 1827, provoquant une période de deuil intense dans tout le royaume Zoulou. Shaka, dévasté par la mort de sa mère, ordonne une période de deuil national qui dure des mois, avec des interdictions de cultiver les champs ou de consommer du lait, un aliment de base dans la culture Zoulou. Numéro 11, la reine Idia. La reine Idia est née à la fin du XVe siècle dans le puissant royaume du Bénin, dans l'actuel sud-ouest du Nigeria. Fille d'une famille noble, elle épouse le roi Ozoloa, et leur fils, Ezigié, deviendra l'un des Oba les plus puissants et influents du royaume. Idia devient reine-mère après l'accession de son fils Ezigié au trône du royaume du Bénin au début du XVIe siècle. Elle est la première reine-mère à recevoir officiellement le titre d'Ioba, en reconnaissance de son influence et de son rôle crucial dans le succès militaire et politique de son fils. Lorsqu'Ezigié fait face à des luttes internes et à des menaces extérieures, notamment de la part de tribus voisines, Idia le soutient activement en mobilisant des armées et en employant ses connaissances en médecine traditionnelle et magie pour assurer la victoire de son fils. En plus de ses talents militaires et politiques, Idia est aussi connue pour son influence culturelle. Elle joue un rôle clé dans le développement des arts du Bénin, et son célèbre masque en ivoire, aujourd'hui exposé au British Museum, est devenu un symbole emblématique de l'art béninois. La date exacte de la mort de la reine Idia reste incertaine, mais son influence et son héritage perdurent bien après sa mort. Elle est vénérée comme une protectrice et une figure spirituelle du royaume du Bénin. Les arts et la culture du royaume ont prospéré sous son patronage, et elle reste une figure centrale dans l'histoire du Bénin pour son rôle de pionnière en tant que reine-mère et stratège militaire. Son masque est un symbole de la puissance et de la beauté de l'art africain, rappelant son influence durable. Bloc 4, les bâtisseuses et visionnaires économiques. Numéro 12, la reine Hatshepsut. La reine Hatshepsut est née en 1507 avant Jésus-Christ, à Thèbes, dans l'Égypte ancienne, au sein de la prestigieuse dynastie des pharaons de la 18e dynastie. Fille du pharaon Thoutmôsis Ier et de la reine Ahmès, elle était destinée à un rôle important au sein de la royauté. Dès son jeune âge, elle fut formée aux arts du gouvernement et de la religion, et son mariage avec son demi-frère Thoutmôsis II la renforça dans sa position au sommet de la hiérarchie égyptienne. Hatshepsut accède au pouvoir de manière extraordinaire. Après la mort de son époux Thoutmôsis II, elle devint d'abord régente pour son neveu, Thoutmôsis III, qui était encore enfant. Cependant, quelques années après avoir assumé ce rôle, elle prit le titre de pharaon et se déclara roi d'Égypte, un statut habituellement réservé aux hommes. Pour renforcer son règne, elle se fit représenter avec les attributs masculins des pharaons, y compris la barbe postiche. Son règne, qui dura environ 22 ans, de 1479 à 1458 avant Jésus-Christ, fut marqué par la paix et la prospérité. Hatshepsut est surtout connue pour ses grands projets de construction, notamment le magnifique temple funéraire de Deir el-Bahari, qui est l'un des monuments les plus emblématiques de l'Égypte ancienne. Elle relança également les expéditions commerciales, notamment vers le pays de Punt, ce qui permit d'importer de nombreuses richesses en Égypte. Hatshepsut meurt en 1458 avant Jésus-Christ, probablement à la cinquantaine, après avoir régné en tant que pharaon pendant 2 décennies. Son neveu et successeur, Thoutmôsis III, chercha à effacer sa mémoire en détruisant nombre de ses monuments et en faisant rayer son nom des registres royaux. Cependant, son héritage a survécu, et elle est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes pharaones de l'histoire de l'Égypte, reconnue pour ses réalisations politiques, économiques et architecturales. Numéro 13, la reine Madaté Yala. Madaté Yala est née vers 1810 dans le royaume du Waalo, situé au nord de l'actuel Sénégal. Elle est issue de la lignée royale des Wolofs, et dès son plus jeune âge, elle montra des qualités de leadership exceptionnelles. Elle grandit dans un contexte de tension avec les colons français, qui cherchaient à étendre leur influence sur les royaumes ouest-africains, notamment pour le contrôle du commerce et des terres fertiles du fleuve Sénégal. Elle devient Linguéré, reine, du Waalo en 1846 après la mort de son mari, le Braque, roi du Waalo. Elle gouverna en tant que régente,
prenant la tête du royaume à une époque où les royaumes africains étaient sous la menace croissante de la colonisation européenne. Connue pour son caractère farouche et son indépendance, elle refusa fermement les alliances désavantageuses proposées par les Français, voyant ces arrangements comme une tentative de saper l'autonomie de son royaume. Sous son règne, Madaté Yala s'engagea dans une série de résistances militaires et diplomatiques contre les colonisateurs français. Elle mobilisa son armée et forgea des alliances avec d'autres royaumes pour contrer l'avancée coloniale. En 1855, cependant, le Waalo fut envahi par les forces françaises, malgré sa résistance acharnée. Même après la défaite militaire, elle resta une figure emblématique de la lutte contre l'impérialisme français. Après l'invasion du Waalo par les Français, Madaté Yala fut exilée en Mauritanie, où elle vécut ses dernières années. Elle meurt en 1860, loin de son royaume natal, mais son héritage demeure puissant. Aujourd'hui, elle est honorée au Sénégal comme une héroïne nationale, symbole de la résistance africaine contre la colonisation et de la défense des droits des femmes dans la société traditionnelle wolof. Bloc 5, les reines visionnaires modernes. Numéro 14, la reine Mother Labotsibeni Dlouli. Labotsibeni Dlouli, également connue sous le nom de Gwamile, est née vers 1858 dans le royaume de Swaziland. Issue d'une famille royale influente, Labotsibeni était la fille de Matsanjana Dlouli, un des conseillers les plus respectés du roi Mswati II. Dès son plus jeune âge, elle fut exposée aux complexités de la gouvernance et aux défis que son royaume rencontrait face aux puissances coloniales britanniques. Elle développa très tôt une intelligence politique remarquable. Labotsibeni accède au pouvoir en tant que régente du royaume d'Eswatini en 1899, après la mort de son fils, le roi Bounou, et pendant la minorité de son petit-fils Sobuza II. En tant que reine régente, elle gouverna pendant plus de 2 décennies, et son règne fut marqué par sa perspicacité politique. Labotsibeni fut une figure clé dans la préservation de l'indépendance de son royaume face aux ambitions des colons britanniques en Afrique australe. Elle joua un rôle décisif dans l'alignement stratégique de son royaume avec les Britanniques, tout en défendant habilement les intérêts de son peuple. Elle a également veillé à ce que l'éducation joue un rôle central dans la formation de Sobuza II, qui deviendra plus tard l'un des plus longs dirigeants d'Afrique. Sous son règne, Labotsibeni a consolidé l'autorité du royaume, négocié des accords favorables et mis en place les bases d'une monarchie stable. Elle meurt en 1925, laissant derrière elle un héritage de leadership fort et une dynastie monarchique qui perdure encore aujourd'hui. Sa vision et son intelligence politique ont permis à son royaume de maintenir une relative autonomie à une époque où de nombreux royaumes africains étaient engloutis par les empires coloniaux. Son petit-fils Sobuza II régna pendant près de 82 ans, consolidant l'œuvre de sa grand-mère. Numéro 15, la reine Modjadji VI. Née en 1978, Makoma Modjadji fut désignée pour devenir la légendaire reine des pluies dès son enfance. Elle descendait d'une lignée séculaire de reines connues pour leur pouvoir mystique de contrôle des pluies. Le royaume de Modjadji, situé dans la région du Limpopo, était respecté non seulement pour ses traditions royales, mais aussi pour le rôle spirituel crucial que les reines de la dynastie Modjadji jouaient dans la régulation des saisons et des précipitations en Afrique du Sud. En 2003, à l'âge de 25 ans, Modjadji VI accède au trône après la mort de sa grand-mère, Modjadji V. En tant que reine des pluies, elle était chargée de maintenir l'équilibre entre les forces de la nature et d'assurer la prospérité de son peuple à travers des rituels complexes liés aux précipitations. Sa montée sur le trône fut marquée par une grande cérémonie où elle reçut les symboles mystiques de son pouvoir ancestral. Toutefois, son règne ne fut pas sans défi. En tant que figure spirituelle dans un monde moderne, Modjadji VI devait composer avec des attentes sociales contemporaines tout en maintenant les traditions anciennes. Malgré cela, elle jouissait d'un respect considérable tant dans son royaume que parmi les autres peuples d'Afrique du Sud. Son règne a réaffirmé la place unique de la dynastie Modjadji dans la culture sud-africaine. Modjadji VI meurt subitement à l'âge de 27 ans, ce qui provoqua un choc parmi son peuple. Les circonstances de sa mort restèrent entourées de mystères, et son décès prématuré mit fin à un règne trop bref mais symboliquement puissant. La disparition de la jeune reine laissa le trône de Modjadji vacant, et la succession fut source de nombreux débats. En parcourant l'histoire de ces reines africaines, nous avons découvert des figures extraordinaires qui ont marqué leur époque et façonné l'histoire du continent. Que ce soit par leur bravoure, leur vision politique, leur intelligence économique, ou leur détermination à protéger leur peuple, ces femmes ont joué un rôle crucial dans la construction de l'Afrique. Leur héritage traverse les siècles et leur impact se fait encore ressentir aujourd'hui, tant dans la culture que dans la mémoire collective.
Ces reines ne sont pas seulement des personnages historiques, elles sont des symboles intemporels de leadership, de résilience et de pouvoir. Elles nous rappellent que l'histoire africaine est riche, complexe, et que les femmes ont toujours été au cœur de cette histoire. Leur exemple doit nous inspirer à rechercher la vérité, à célébrer la diversité des voix africaines, et à honorer la contribution des femmes au leadership et à la société. Si vous avez été inspiré par ces récits et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires captivantes sur les héros et héroïnes d'Afrique, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, continuons à explorer cette riche histoire et à célébrer les grandes figures qui ont forgé le continent africain.